Merci beaucoup. Donc, ma présentation est déjà encadrée par l'ensemble de vos questions. J'avais préparé quelques petites notes et donc je vais les adapter en fonction de ce que vous me demandez. Merci à vous de m'avoir invité et surtout d'avoir invité Unicredit. Si vous souhaitez poursuivre la discussion après cette présentation, nous serons très heureux de vous retrouver sur notre stand où nous serons très heureux de vous offrir tous nos financements, nos produits, nos lettres de crédit, etc. Donc je fais un peu de publicité au début pour que vous puissiez venir nous voir et travailler avec nous. Notre activité à Paris est en pleine croissance et très dynamique grâce au leadership de Patrick Soulard et de l'ensemble des équipes. Avant de parler de l'avenir de la banque, et je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on puisse parler de l'avenir de la banque, ce qui veut dire que les banques ont peut-être un avenir, ce qui de temps en temps n'est pas évident quand on lit certains journaux. Je voudrais prendre un peu de recul et regarder ce qui se passe en Europe. Puis finalement, l'évolution de l'Europe est assez importante pour les entreprises et derrière importante pour les banques. À vous écouter, et c'est vrai que nous sortons d'une période de crise assez importante, on peut se dire que nous sommes entourés d'un certain nombre de sujets, de problèmes que vous avez levés, qui sont tous importants. Mais je pense qu'il faut regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et avoir une vision positive de notre environnement, malgré les risques que nous pouvons avoir. Si nous regardons le positionnement de l'Europe dans le monde, eh bien, on peut voir que la réalité est bien supérieure à la perception. Parler de crise, quand on regarde l'évolution du PNB par tête en Europe comparé aux États-Unis. De 1999 à 2011, le PNB par tête en Europe a cru de 0,1%, de manière supérieure à celui des États-Unis. On a toujours l'impression que les États-Unis croissent plus que l'Europe, mais c'est important de regarder le PNB par tête, ce qui est le point important pour l'ensemble des personnes qui vivent dans un pays. Et donc une croissance supérieure. Bien entendu, de 1999 à 2016, le PNB par tête a été un peu inférieur en Europe par rapport aux États-Unis. Il a cru de moins 0,2% inférieur par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais quand on regarde le futur, le FMI prévoit aujourd'hui une croissance supérieure en Europe dans les 5 prochaines années de 0,1% supérieure à celle des États-Unis. Donc finalement, l'Europe dans cet environnement de crise s'est bien comportée et l'Europe dans cet environnement post-crise, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut affirmer que nous sommes sortis de la crise, eh bien l'Europe a des perspectives qui somme toute sont relativement bonnes. En sachant que la croissance pendant ces années-là, en Europe, a été beaucoup plus répartie que ce qu'on a pu avoir aux États-Unis. Une croissance qui, aux États-Unis, est un bénéfice de la croissance qui est très concentrée sur le sommet de la population, le top 10%, ou même le top 1%, ce qui donne ensuite lieu à des approches très populistes, comme on peut le voir aujourd'hui, très protectionnistes, où le pays se referme sur lui-même. En Europe, nous avons une croissance qui a bénéficié beaucoup plus à l'ensemble de la population, avec un risque populiste plus limité, même si l'Europe dépend toujours de son maillon le plus faible en termes de choc potentiel. Quand on regarde l'Europe, cela dit, il y a un certain nombre de sujets, et je ferai le lien un peu plus tard avec la banque, où nous avons des progrès à faire, notamment en termes d'investissement. C'est les investissements et notamment quand on compare l'investissement, le niveau d'investissement en Europe par rapport aux États-Unis et au Japon, nous sommes encore en dessous des niveaux pré-crise, au niveau de 2007, alors que les États-Unis et le Japon sont très au-delà. Donc il y a eu une dynamique plus importante, peut-être une relance un peu plus keynésienne de l'économie dans certains pays, fait que nous sommes un peu en retard, mais ça n'a pas impacté trop le PNB par habitant. Et quand on regarde de manière plus micro ce qui se passe, on se rend compte qu'en Europe, les PME ou les startups ont plus de difficultés à croître et à trouver des effets d'échelle pour leur développement, alors qu'elles représentent aujourd'hui 80% des jobs en Europe. Donc il est important de faire en sorte que l'on puisse accompagner les PME, les startups, les grandes entreprises aussi bien entendu, mais PME et startups sont très dépendantes des banques
Et les marchés de capitaux, aujourd'hui, traitent essentiellement ou fournissent un support aux grandes entreprises, mais le corps de l'économie européenne, PME et start-up, très dépendante des banques, aujourd'hui a des difficultés à trouver des effets de taille. Et on peut le voir sur une problématique qui est peut-être un peu structurelle à l'Europe, qui est que nous avons une population de 510 millions d'habitants, mais des marchés qui ne sont pas des marchés de 510 millions d'habitants, mais beaucoup plus cloisonnés, des marchés qui sont cloisonnés sur chacun des pays, 50, 60, 70 millions d'habitants. Il est très difficile pour les PME d'aller au-delà de leurs frontières, parce que l'environnement réglementaire est différent, l'environnement fiscal est différent, les langues sont différentes, donc ces effets d'échelle sont un peu plus difficiles à avoir. Effets d'échelle qui se traduisent, quand on regarde aujourd'hui la croissance des nouvelles entreprises, par des différences importantes. Il n'y a en Europe, au début de l'année 2017, que 10 unicornes, donc ces startups qui ont une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars, alors qu'il y en a 91 aux États-Unis et 44 en Asie. On voit que bien, la croissance potentielle des PME, des startups est limitée à cause de ces effets d'échelle et qui se retrouve aussi sur l'accès aux fonds propres et l'accès à la capacité de financement. KPMG a fait une étude qui montrait qu'au deuxième trimestre 2017, l'ensemble des montants de fonds de venture capital qui ont été levés en Europe sont aux alentours de 4 milliards d'euros sur l'année, sur le trimestre, alors qu'ils étaient de pas loin de 19 milliards d'euros aux États-Unis et 20 milliards d'euros en Asie. Donc on voit que l'accès au financement venture est beaucoup plus limité en Europe. On a besoin de trouver plus de fonds propres et de capital en Europe. Et quand on regarde l'accès au financement de croissance, on voit aussi que, eh bien, là aussi, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays. Un indicateur pertinent peut être le ratio de la capitalisation boursière au PNB. Globalement, en Europe, nous sommes à 65%. Nous sommes aux États-Unis aux alentours de 150%. Donc là aussi, un différentiel important. On voit capital venture comme capital de croissance, qu'il y a en Europe un retard important qui est tout à fait clé pour supporter l'économie. Et on peut expliquer ce retard par un certain nombre de points. Une étude de l'AFME qui a été faite en 2015 avec le BCG et qui montre qu'une grande partie du retard de capitalisation boursière s'explique par l'absence ou le différentiel de fonds d'investissement très long terme, fonds de pension, capacité des assurances pour investir dans des produits à risque. Cette différence-là est importante entre les États-Unis et l'Europe, par exemple. Et quand nous avons des fonds de pension ou des assurances produits assurance vie, par exemple, en Europe, ils investissent beaucoup moins en produits risqués, actions, produits de crédit risqués, que ce que l'on peut avoir aux États-Unis. Donc, message positif pour l'Europe. L'Europe croît, l'Europe se développe correctement, finalement relative de manière positive par rapport à d'autres, mais on voit que l'accès à la croissance potentielle pour les entreprises, notamment en termes de fonds propres, est plus limité. Qu'est-ce que ça veut dire pour les banques et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir des banques ? Bien, en Europe, nous avons une structure qui est une structure où les marchés de capitaux sont moins développés qu'aux États-Unis, par exemple, comme je viens de le dire, sur les marchés actions, sur l'accès au financement en fonds propres, mais où les marchés de capitaux sont aussi moins développés en dette pour les PME qui dépendent de leurs banques. On voit ceci de manière très claire en Italie, on voit ceci de manière très claire en Allemagne, aussi de manière très claire en Autriche, 3 pays où Unicredit est présent. Nous sommes première banque italienne. La troisième banque allemande montre que le marché allemand est très fragmenté. Avec Hypovereinsbank, nous avons une part de marché 2 à 3% sur la banque de détail et néanmoins nous sommes la troisième banque allemande, la première banque autrichienne. Et on voit que les PME, qui représentent le cœur de ces économies-là, dépendent énormément des banques. Donc les banques sont là pour financer les PME, mais le financement des banques ne doit pas être un substitut aux besoins de fonds propres. Et très clairement, nous avons besoin dans le futur que les besoins de fonds propres puissent être traités
par des investisseurs prêts à prendre des risques, les banques étant là pour pouvoir financer les entreprises en termes de besoins de financement de dette et aussi les accompagner dans leur croissance en Europe intereuropéenne ou à l'extérieur de l'Europe avec l'ensemble des produits classiques et traditionnels. Donc finalement, l'avenir des banques aujourd'hui, eh bien, c'est un avenir où nous retrouvons les métiers cibles de la banque et où nous passons d'une activité, comme vous l'avez mentionné, qui a été une activité très orientée marché, très orientée levier dans les années jusqu'au début de 2007, donc jusqu'au début de la crise, où les banques avaient des ratios de levier, donc ratios de taille de bilan sur fonds propres qui étaient très très bas, et donc avec des bilans très leveragés, les banques arrivaient à développer des profitabilités très importantes. Ça s'explique donc de manière naturelle. Et on voit que l'être humain a des difficultés à pouvoir anticiper la croissance exponentielle. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus. C'est important après pour voir l'avenir des banques. Jusqu'à 2007, il y avait un sentiment que les banques pouvaient générer des retours sur fonds propres de 15-20%. Et donc tous les responsables de banques, quand on dit « Ah ben là, on va avoir un ROE qui va peut-être passer de 16 à 15 », brusquement le titre s'effondrait. Et les investisseurs se demandaient si la banque n'avait pas un problème. Alors que le reste de l'industrie avait des croissances de l'ordre de 8%. Quand on projette 15% de croissance sur 20 ans de manière composée versus 8% de croissance, vous pouvez vous amuser à faire ça sur votre iPhone et regarder, on se rend compte qu'on projette sur 20 ans ou sur 30 ans, eh bien, la capitalisation boursière à 20 ans avec 15% de croissance pour les banques, 8% pour le reste de l'économie, il n'y aurait plus que des banques qui représenterait l'ensemble de la capitalisation boursière, parce que quand on a un taux de croissance composé avec une différence de 7 ou 8%, ça va très très vite au bout de 20 ans. Et très clairement, ce n'est pas possible. Donc la crise nous a fait prendre conscience qu'il y avait une gravité et que la gravité agit sur Terre, mais aussi sur les marchés financiers. Et on a eu un événement un peu extraordinaire qui a ramené la profitabilité du marché financier à des niveaux plus raisonnables. Et ces niveaux plus raisonnables sont les niveaux qui doivent exister. Donc on ne peut pas se dire que demain, le métier de banque va pouvoir redévelopper des profitabilités comme on pouvait les avoir dans le passé, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je dirais même mathématiquement, on ne peut pas avoir de tels différentiels de profitabilité quand on le projette dans le futur. Donc, eh bien, il faut aujourd'hui, quand on regarde les banques, se dire que les banques sont là pour avoir des métiers de base, en étant beaucoup moins leveragées, en ayant des tailles de bilan qui sont beaucoup plus raisonnables, et pour financer l'économie avec des activités dites de marché, des activités qui ne sont pas directement liées à leur métier de base, qui sont de plus en plus contraintes par la réglementation et par en fait, l'approche des investisseurs. Cela dit, on enterre souvent le futur des banques. J'étais à Francfort il y a 3 semaines ou un mois pour faire une présentation dans un séminaire organisé par un grand journal allemand. Et je faisais ma présentation juste après un responsable d'une fintech locale qui avait montré comme dernière slide de sa présentation, ça très, très amusante, il avait un bon sens de l'humour ce monsieur, c'était une photo de son fils qui était sur un dinosaure en peluche. Et il disait, mon fils aime bien jouer avec les dinosaures. Et là, il a fait venir sur la salle. Et moi aussi, je travaille avec des banquiers. Donc, oui, j'avais trouvé que c'était pas très, très gentil, surtout que j'arrivais juste après. Et il me dit, vous êtes un legacy dinosaure. Donc, quand même, c'est pas très, très sympa de me dire ça. Et alors, comme il était, il ne faisait pas beaucoup de sport, manifestement, ce monsieur, sans vouloir décrire son profil. Lui, écoutez, les legacy dinosaures, on va regarder quel est le différentiel de stamina, parce qu'on peut nous accuser de tout un tas de choses, les banquiers, etc. Lui, est-ce que vous courez des marathons? Bien non, moi, je ne cours pas des marathons. Je dis, moi, je les cours, et en moins de 4 heures. Est-ce que vous faites du ski de randonnée? Je dis, ah non, je ne fais pas. Moi, j'en fais. Est-ce que vous faites du sport en compétition? Alors, je lui ai dit, écoutez, voilà. Vous voyez, on peut nous traiter de legacy dinosaures, mais quand même, les banquiers peuvent avoir un certain stamina.
et savent aussi réagir, et savent aussi bouger vite, et savent aussi faire plein de bonnes choses. Mais je disais quand même, les banquiers ne savent pas, s'endorment au volant, c'est-à-dire ne vont pas pouvoir réagir aussi vite que ce qu'on peut faire, etc. Mais tout ça sont des conceptions complètement fausses. Je nous dis les banques sont du passé, ce sont des dinosaures qui ne savent pas bouger. C'est faux. C'est faux. On sait bouger et on a beaucoup plus d'énergie qu'un certain nombre de personnes de 30 ans. On vous le prouve. On court les marathons plus vite qu'eux, on fait du ski de randonnée, on fait du sport en compétition. Et quand on a besoin de faire quelque chose dans la banque, on peut le faire très, très, très vite. Et pourquoi ? Parce que les banques ont deux avantages compétitifs qu'un certain nombre de ces entités n'ont pas. Et je dirais tout à l'heure, je vous expliquerai que nous travaillons avec les fintechs de manière excellente et on en a besoin et on les aime bien. Mais nous avons chez Unicredit 25 millions de clients et 60 milliards de fonds propres. Une fintech n'a pas de clients et pas de fonds propres. Quand on a 25 millions de clients et 60 milliards de fonds propres, on a un avantage compétitif extraordinaire. Et ensuite, quand on veut faire quelque chose, on peut le faire très très vite. Si tout à l'heure, on veut développer une application, on peut le faire dans la journée. Ça, je peux vous l'assurer. Et je m'assurerai moi-même personnellement qu'on le fera et qu'on le fera vite. Et pourquoi ? Parce que nous avons des équipes avec des gens motivés qui sont très jeunes. Et en plus, dans les produits financiers, dans le monde financier, il n'y a pas de copyright. Donc on peut copier ou redévelopper toutes les bonnes idées. Et on peut le faire très vite. Et quand on voit une bonne idée, on la copie. Il n'y a pas de honte à copier. En fait, les Japonais ont montré que l'industrie automobile s'est développée de manière tout à fait extraordinaire en copiant ce qui avait été fait ailleurs. S'il y a une bonne idée qui ressort, on la copie, on la met en place très très vite. Donc finalement, quand on regarde les bons, on se dit « Ah, ils ne vont pas y arriver, ils ont des systèmes informatiques qui sont très lourds, etc. » On a des systèmes informatiques lourds de base, mais on sait aussi se développer très vite parce que nous avons cet avantage compétitif tout à fait extraordinaire d'un très très grand nombre de clients et avoir beaucoup de fonds propres. Et dans le monde financier, il faut savoir prendre des risques. On ne peut pas gagner d'argent dans le monde financier si on ne prend pas de risques. Les banques sont là pour faire leur métier de base, qui est de prêter de l'argent à leurs clients, les clients particuliers et les entreprises. Et pour prêter de l'argent, il faut savoir prendre des risques, connaître le métier du crédit. Et le métier du crédit, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en regardant quelques éléments sur Facebook ou le big data. On peut avoir une approche de scoring sur un certain nombre de crédits très micro, mais la réalité de la chose, la réalité du crédit, c'est une expertise qui est développée et qui est maturée dans l'ensemble des institutions financières et sur laquelle il est très important de pouvoir s'appuyer sur l'expertise des vrais banquiers qui connaissent leurs clients, qui ont une relation privilégiée et personnelle avec leurs clients, qui vont aller dans une usine et qui vont voir si l'usine travaille, si les gens sont occupés, quelle est la tête du patron, quelle est la tête du directeur général ou des responsables d'activité, et qui donnent un sentiment sur le crédit. C'est le métier de la banque, c'est un vrai métier, c'est un métier profond qui doit être fait par des personnes qui ont développé une expertise. Et on peut parler d'intelligence artificielle, on peut parler de big data. Le fond de la chose, c'est que le crédit, c'est quelque chose qui restera un jugement personnel pour une grande partie de l'activité. La preuve, eh bien, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le peer-to-peer lending. Les États-Unis sont toujours en avance sur l'Europe. Vous avez aujourd'hui que sur le peer-to-peer lending arrive ce que nous pensions allait arriver. J'en avais parlé dans un certain nombre d'articles ou publiquement. Il y a des catastrophes qui sont en train d'arriver sur les niveaux de pertes qui sont enregistrés par Lending Club, par Prosper, qui disent « Ah, nous allons aujourd'hui revoir nos approches de risque. » Bien sûr qu'ils vont revoir leurs approches de risque. Ils prêtaient à n'importe qui, n'importe comment. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont été sur un site de peer-to-peer lending. Quand je demande ça, j'ai proposé de demander ça. Hier, j'étais à Francfort à des personnes très haut placées à la BCE. Je ne dirai pas qui, mais des personnes très très haut placées. Je me dis, est-ce que vous avez ouvert un compte ? Réponse, non. Donc, sur grand nombre de personnes de la BCE, personne n'avait ouvert un compte sur des peer-to-peer lenders. Moi, je l'ai fait sur un peer-to-peer lender en Grande-Bretagne, en dehors du domaine de juridiction de la BCE, pour ne pas être en conflit avec mon régulateur. Il faut savoir être prudent aussi de temps en temps. Et c'était très, très, très intéressant. Quand une banque offre des produits d'investissement à sa clientèle de particuliers, nous faisons signer des papiers, nous expliquons au client les risques qu'il prend, on adapte le produit au profil de risque du client.
Sur ce peer-to-peer lender, qui est le plus gros de Grande-Bretagne, ouvert un compte en 22 secondes, bon, c'était certainement très très bien. Personne n'a demandé mon profil de risque, etc. Et là, on me propose de prêter au boucher de Lancaster ou n'importe qui. Donc, vous pouvez prêter. On vous conseille, dans la reverse auction, éventuellement de prêter aux alentours de 8%. Et si vous prêtez et si votre prêt est retenu, eh bien, le Trésor britannique fera du match funding. Très bien. C'est une très bonne idée. Si le Trésor britannique est prêt à prêter avec moi, ça va être une bonne idée. J'ai essayé de regarder quels sont les comptes du boucher. Il n'y en a pas. Le bilan du boucher, il n'y en a pas. Bizarre, non? C'est un particulier peut prêter à n'importe qui, n'importe comment, sans aucune information. On vous promet des taux de rendement qui sont ce qu'ils sont, et on ne sait pas bien pourquoi. Alors quand on parle, le régulateur, ils disent « Ah mais oui, mais il faut pouvoir aider ces nouvelles entreprises pour pouvoir les aider, leur permettre de se développer ». Je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Il faut pouvoir encourager l'innovation, il faut pouvoir aider ces nouvelles entreprises, mais on met en risque les investisseurs particuliers et on crée des bulles qui ne vont pas bien aller. Donc il est important dans le développement futur de faire en sorte qu'on ait des niveaux de compétition, le level playing field, qui soient bien établis entre les acteurs actuels de la banque, les banques traditionnelles, et des nouveaux entrants qui aujourd'hui peuvent offrir des produits qui font certainement beaucoup de sens, mais qui peuvent créer de vrais problèmes, non seulement pour les entreprises ou les micro-entreprises qui pourraient emprunter et se surendetter, et ou pour les particuliers ou un certain nombre d'institutionnels qui leur offrent les financements. Et quand on regarde le level playing field, on peut se dire aussi qu'il faut faire en sorte que tout le monde soit placé sur un pied d'égalité. Quand on regarde PSD2, par exemple, qui est une très bonne chose, et très très ouvert au fait que l'ensemble des banques soient mises en compétition, faisant du sport, un certain nombre de compétitions dans certains sports, je ne peux que m'améliorer quand je suis contre des gens qui sont plus forts et plus rapides que moi. Ce week-end, j'ai été faire une compétition pour un sport particulier. Il y avait quelques champions olympiques et quelques champions du monde. J'ai terminé très très loin derrière, mais au moins ça m'a permis de progresser et de faire des efforts. C'est la même chose pour les banques. Cela dit, pour PSD2, on demande aux banques d'ouvrir leur compte client et si les clients sont d'accord, de donner l'ensemble des données à ceux qui veulent le faire. Très bien, nous le ferons, pas de problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on demande à Amazon, à Google, à Apple d'ouvrir leur compte et donner les données clients aux gens qui voudraient le faire? Pourquoi moi, banque, je ne peux pas avoir accès aux données des clients d'Amazon? Ce n'est pas un level playing field. Pourquoi les banques doivent le faire et pas Amazon ou pas Google? Et donc, il est important que dans ces développements, on fasse en sorte que les banques, dans le futur, puissent être mis à un niveau de compétition équivalent par rapport à l'ensemble des autres joueurs. Sinon, on va créer un désavantage compétitif, si je puis utiliser ce terme-là, qui, à terme, est extrêmement malsain. Donc, dans le développement des banques, il faut s'assurer tout d'abord qu'on ait un développement qui soit équilibré en termes de réglementation, équilibré en termes d'accès. Les banques doivent contribuer, les banques doivent être mises en compétition. C'est bon pour les clients. Tout ce qui est bon pour les clients est bon pour les banques. Et c'est très important. Ouvrir et faire en sorte que les fintechs puissent se développer, c'est très très bien. C'est une stimulation qui est excellente. Un certain nombre de produits sont fabuleux et sont très intéressants. Et en tant que banque, nous sommes très heureux de travailler avec des fintechs en partenariat. Et ils peuvent nous offrir en produit blanc leurs produits ou même offrir directement leurs produits à des clients. Et ensuite, nous allons développer nos activités ou quand une fintech a une bonne idée quelque part, comme je vous l'ai dit, on peut la copier. Et on est très heureux aussi d'ouvrir nos clients ou notre clientèle à d'autres intervenants, pas des fintech start-up, mais aussi de grands intervenants. Chez Unicredit, nous avons ouvert notre réseau en Italie à Apple pour introduire Apple Pay. Pourquoi? Parce qu'on savait de toute façon qu'Apple allait venir en Italie. Donc, autant qu'il le fasse avec nous en exclusivité initialement, ça nous permet d'être présents, de développer notre image, d'ouvrir nos terminaux à Apple Pay et promouvoir nos terminaux d'un côté et nos cartes de crédit avec la clientèle.
Et finalement, quand on regarde le turnover qu'on peut avoir, il n'est pas très très important sur Apple Pay, mais ça nous a donné une visibilité et un boost extrêmement important du côté des entreprises qui utilisent beaucoup plus nos terminaux, parce qu'on est les seuls aujourd'hui à pouvoir l'offrir. Nous avons ouvert l'ensemble de nos terminaux à Alipay, pour que les touristes chinois qui viennent en Italie puissent utiliser leur mobile phone pour pouvoir payer, ce qui permet en fait de passer pour ces touristes chinois au-delà de la limite de 10 000 euros de dépenses cash qu'ils peuvent réaliser, et donc de consommer plus et d'aider nos clients entreprises à développer leur activité avec ces touristes chinois. Plus nous ouvrons à la compétition, plus on peut trouver des moyens d'être plus efficaces et de se développer. Donc la compétition et l'arrivée des fintech, l'arrivée de ces grands joueurs ne doit pas être vue aujourd'hui comme une menace, mais comme une opportunité. Les développements qu'on peut avoir sur PSD2 ne doivent pas être vus comme une menace, mais comme une opportunité. PSD2 peut permettre à des tiers d'offrir un accès intégré à des comptes bancaires, mais le tiers, ça peut être nous. Et nous utilisons aujourd'hui PSD2 comme une opportunité pour pouvoir conquérir des parts de marché auprès de notre clientèle. Donc il faut vraiment penser que les banques ne sont pas des dinosaures endormis, mais les banques sont des entités et des entreprises qui sont prêtes à avancer, à aller vite, à se transformer et à utiliser toutes les opportunités actuelles pour pouvoir s'améliorer et offrir un meilleur produit à nos clients. Quand on regarde la réglementation, un certain nombre de banquiers se plaignent de la réglementation, et je disais hier à cet événement de la BCE, je pense que plus de réglementation est en fait une bonne chose. Donc, un certain nombre de mes collègues banquiers m'ont regardé pourquoi il dit ça. Et c'est très simple. Aujourd'hui, les États-Unis et l'administration américaine dit on veut moins de réglementation, comme vous l'avez mentionné. Donc, moins de réglementation veut dire plus de risques. Plus de risques veut dire que le coût du capital des banques américaines doit augmenter. Si en Europe, nous avons une réglementation équilibrée, et aujourd'hui, grâce au SSM, la réglementation a progressé, rendu les banques européennes moins risquées, le coût du capital doit baisser. Si le coût du capital baisse, nos titres doivent monter. C'est une règle financière relativement simple. Quand on voit l'évolution potentielle de la profitabilité, je l'ai dit tout à l'heure, il sera difficile pour les banques d'avoir une profitabilité largement supérieure à leur coût du capital, parce que la gravité financière, à un moment donné, doit revenir et doit repousser le ROE vers le niveau du coût du capital. Eh bien, finalement, ce qui est important, c'est optimiser notre profitabilité, notre bottom line, mais c'est aussi de faire baisser le coût du capital, et une bonne réglementation, plus de réglementation, jusqu'à un certain point, permet en fait de faire baisser le coût du capital. Donc les banques doivent pouvoir jouer et utiliser et bénéficier du fait que l'on ait une réglementation qui puisse rendre les établissements financiers plus sûrs, mais comme j'ai dit tout à l'heure, cette réglementation doit s'appliquer à tout le monde. Ce qui est important en Europe, et c'est le problème que nous avons aujourd'hui en termes de réglementation, c'est le manque de visibilité pour pouvoir attirer les capitaux investisseurs. Nous ne sommes pas en compétition avec les banques américaines sur nos clients, en très grande partie. Sur les très grands clients, oui, sur des activités de M&A, quelques activités de marché de capitaux, sur des très très grosses IPO par exemple, ou des très gros placements actions. Quoique nous faisons très très bien chez Unicredit avec Kepler-Chevreux, qui est notre intermédiaire pour pouvoir placer l'ensemble des opérations fonds propres et actions que nous faisons. Mais nous ne sommes en réalité pas du tout en compétition avec les banques américaines. Une très grande partie de nos clients sont des PME. En Italie, en Allemagne, en Autriche, les banques américaines ne travaillent pas avec les PME. Donc la seule compétition que nous avons avec les banques américaines, c'est avec les investisseurs. C'est pour pouvoir attirer les capitaux des investisseurs pour investir en fonds propres ou en dette sur les produits des banques. Et aujourd'hui, ces investisseurs voient une réglementation américaine qui est à peu près claire, où ils comprennent quelles sont à peu près l'évolution des fonds propres des banques américaines, mais n'ont pas une vision claire de l'évolution des fonds propres des banques européennes,
car on a un cumul d'un certain nombre de nouveaux développements réglementaires. Donc, nous avons IFRS 9 qui va commencer au 1er janvier. Nous avons la revue fondamentale du Trading Book. Nous avons les nouvelles réglementations, les guidelines proposées par l'European Banking Authority, l'EBA, qui vont changer les besoins de fonds propres. Nous avons BAL 4 qui va très certainement être réalisé avec des impacts en fonds propres qui restent à définir. Donc l'ensemble de ces nouvelles réglementations qui rendront le système plus sûr, donc elles sont bien pour cela, l'ensemble de ces nouvelles réglementations aujourd'hui, le cumul des besoins en fonds propres n'est pas connu. Et cette incertitude fait que les investisseurs ne savent pas quel peut être d'une part les besoins en capital et d'autre part, si on augmente le montant absolu de fonds propres, on a un impact mécanique sur les RE, donc quelle peut être la profitabilité à moyen terme des banques. Et cette incertitude-là n'est pas bonne pour les banques européennes. Donc il est très important, quelles que soient les décisions finales des régulateurs, qu'il y ait un peu plus de clarté sur les in fine, les besoins et la volonté du régulateur sur les besoins de fonds propres. Ceci étant défini, besoins de fonds propres clarifiés, les banques européennes pourront se développer en accompagnant les PME d'un côté, en leur fournissant directement leurs besoins de financement, les accompagnant sur le transaction banking. Le transaction banking aujourd'hui, ce sont les dérivés d'il y a 15 ans. Nous avons redécouvert la banque réelle d'une certaine manière pour essayer de copier la publicité d'une grande banque française. Et finalement, eh bien, aujourd'hui, les banques sont là pour faire un certain nombre de choses très traditionnelles et reviennent à leur cœur de métier traditionnel, le financement, le transaction banking, une offre de produits de couverture et un accès au marché de capitaux, et c'est essentiellement de dette, comme je l'ai dit, les marchés de capitaux actions étant beaucoup plus limités en Europe. Et si on arrive à avoir cet environnement réglementaire et ce développement-là, eh bien, les banques pourront accompagner la croissance, travailler avec les fintechs pour améliorer leur offre de produits clientèle, et d'un autre côté, continuer de se transformer. Donc, car d'un côté, les revenus et les clients sont importants, mais il est vrai que le fond du business model continue d'évoluer, et je terminerai par là, car nous avons une banque traditionnelle qui va, dans les 20 prochaines années, évoluer de manière importante. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. C'est-à-dire, trop souvent, on anticipe une évolution des banques en se disant Internet, la banque multicanal, les mobiles, les iPads vont changer radicalement l'offre des banques. Quelque chose qui prend du temps et qui est très différencié en fonction des pays. En Italie, les ventes Internet, pas simplement des produits bancaires, sont 5 fois inférieures à ce qu'on peut avoir en termes de ratio de total de vente à ce qu'on a en Europe du Nord. Simplement parce que la population évolue de manière différente. On a une évolution différente entre l'Allemagne et l'Autriche, alors que ce sont des pays qui sont très proches culturellement. Donc il faut que les banques puissent anticiper un tout petit peu l'évolution de leur clientèle et changer leur activité, mais ceci sera graduel. Ça se passe jour par jour. Et donc, il va y avoir un changement de la structure de coût des banques. C'est vrai qu'il va y avoir moins de branches. Chez Unicredit, dans notre plan de développement, nous avons annoncé, nous allons fermer plus de 25% de nos branches en Europe. 944 branches sur 3 ans, on en a déjà fermé un peu plus de 500 aujourd'hui. Nous allons réduire le nombre de personnes qui travaillent sur des accords qui ont été validés avec les syndicats et sont essentiellement des départs en pré-retraite, de l'ordre de 20% en Europe. 20%, c'est beaucoup en 3 ans, une personne sur 5. Mais on l'a fait, on a eu des accords avec les syndicats et nous avons aujourd'hui réduit à peu près de moitié. Donc le personnel qui doit partir, 14 000 personnes doivent quitter le groupe en Europe, 7 000 sont déjà partis sur le plan. Donc il y a très clairement des changements assez profonds sur la structure des banques, leur activité, une transformation qui est importante, mais qui va se continuer sur les 20 prochaines années, avec une vision de la digitalisation qui est aujourd'hui un tout petit peu trop extrême, parce que là, on anticipe trop l'évolution des clients. Il y a une très bonne étude qui a été faite par un think tank qui
est lié au World Economic Forum de Davos, avec participation de banquiers, de non-banquiers, et qui conclut qu'on exagère très certainement beaucoup trop la capacité des clients à basculer vers de nouveaux systèmes. Et tout simplement parce que les offres nouvelles sont beaucoup trop limitées, et ce sont des offres limitées à quelques produits beaucoup trop verticales. En tant que client, est-ce que je veux avoir un compte dans une nouvelle entité pour simplement avoir mon current compte et éventuellement un mortgage, un autre dans une autre pour avoir ma gestion de fonds, un troisième pour pouvoir faire mes paiements? Non. On va avoir une offre qui est cohérente de la part de son intermédiaire financier. Et donc, ne pensons pas que les clients vont évoluer trop vite. Nous disons, là, j'ai un produit merveilleux, je vais le prendre, et puis là, je vais le prendre ailleurs. Les clients veulent avoir une offre plus intégrée. Et donc, les banques doivent, elles, changer pour pouvoir améliorer l'offre de produits, mais aussi améliorer tout ce qui est derrière, c'est-à-dire tout ce qui est la backroom. Je vais vous donner un exemple de ce que nous avons fait, ce que nous faisons chez Unicredit. Nous avons une offre digitale de très très bonne qualité. Si vous êtes client d'Unicredit en Italie, nous avons 7,5 millions de clients en Italie, ce qui est beaucoup. 3,5 millions de clients sont pre-credit approved. Alors on utilise en effet le big data, mais ce n'est pas le big data, on utilise les données clients pour avoir des systèmes qui vont automatiquement valider le crédit du client. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du big data, c'est de la bonne utilisation des données. Ne pensons pas que l'intelligence artificielle va remplacer les banquiers dans quelques années. On doit avoir aujourd'hui une meilleure utilisation des données. Donc on a fait ça. 3,5 millions de clients peuvent, en utilisant leur téléphone mobile, avoir jusqu'à 5 000 € sur leur compte en 3 secondes. Vous ouvrez un compte chez Unicredit, en 3 secondes, vous avez 5 000 € sur votre compte. C'est pas mal. Hein? Combien de clients sur les 3,5 millions ont utilisé notre app? 25 000. Je pourrais vous dire, nous sommes le leader digital en Italie. On a une offre tout à fait extraordinaire. En quelques secondes, vous avez beaucoup d'argent. Nous sommes en train de révolutionner le monde de la banque. La réalité, c'est non. La réalité, c'est que les clients ne le font pas. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème est que le client qui n'utilise pas son app, s'il vient dans notre branche aujourd'hui, il va passer 37 minutes à remplir 14 pages et signer 4 ou 5 fois pour pouvoir avoir le même crédit. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est simplement transférer le process qui existe aujourd'hui dans la banque et qui existe sur le mobile, qui est straight-through et paperless, c'est-à-dire dans la branche, pour que l'expérience du client soit bien meilleure, qu'il puisse en 5 minutes avoir son prêt à la consommation alors que c'est quelques secondes sur son mobile. Comme ça, la personne qui est dans la branche va pouvoir passer plus de temps avec les clients puisqu'il aura plus de temps libre. Et dans les back-office, nous aurons des réductions d'effectifs puisque nous aurons un process qui sera automatique. Et donc, ce qu'il faut faire et ce que nous faisons dans la banque aujourd'hui, c'est revoir l'ensemble des process pour pouvoir les automatiser. Le digital aujourd'hui, c'est en grande partie de l'automatisation. Bien sûr qu'on a développé l'ensemble des apps qui permettent d'avoir accès en quelques secondes, qui permettent d'avoir accès à son compte, qui permettent de faire plein de choses. Tout ça, on l'a. Le problème, ce n'est pas de dire « Ah, mais vous n'avez pas développé ». Tout ça, on l'a. Le point, c'est aujourd'hui de pouvoir optimiser le système qui nous permet de libérer des ressources qu'on fait soit partir, soit qu'on redéploie sur le service au client. Et c'est le grand enjeu que l'on peut avoir dans l'ensemble des banques, qui est cette automatisation qui va permettre d'être plus efficace et de réallouer en les retraining, en les reformant notre personnel. Donc cet enjeu-là est un enjeu très très important dans les prochaines années et ça va permettre d'adapter et d'améliorer notre offre clientèle. Alors, bien sûr, on peut se demander ensuite, quand on a optimisé le bilan des banques, quand on a adapté ceci, qu'est-ce qui se passe? Et il y a très souvent des commentaires sur « Ah, mais il va y avoir des fusions, le régulateur demande des fusions cross-border ». Vous avez entendu la BCE de manière relativement étonnante, puisque dire il faut qu'on encourage plus de fusions et de fusions cross-border dans les banques. Ce qui est normal de la part du régulateur, parce que nous avons un régulateur unique. Sa vision est de dire qu'il faut que les banques à l'intérieur du système bancaire puissent lever des dépôts dans un pays pour les prêter dans un autre, qui était un petit peu le problème que nous avons pendant la crise. Il y avait des excès de liquidité dans certains pays et il y avait un manque de liquidité dans d'autres. Mais les fusions cross-border ou fusions bancaires sont difficiles à réaliser s'il n'y a pas un sous-jacent stratégique fort.
On prend deux banques qui sont sous-capitalisées dans un pays donné. Si on les fusionne, on a une plus grande banque qui est sous-capitalisée. On ne va pas résoudre le problème. Si on prend deux banques dans deux pays différents, une fusion cross-border, les investisseurs aujourd'hui ne croient pas aux synergies de revenus. Ils vont croire aux synergies de coûts. Deux banques qui sont dans deux pays différents ont très peu de synergies de coûts. Donc les investisseurs ne vont pas acheter une fusion cross-border parce que le bénéfice en termes de coûts ne sera pas suffisant pour pouvoir compenser les risques d'intégration et les risques stratégiques que l'on peut prendre. Donc il ne faut pas s'attendre à des évolutions spectaculaires en termes d'évolution du paysage bancaire. Chacune des banques va travailler étape par étape pour s'améliorer. Il y aura peut-être un certain nombre d'opérations, mais beaucoup moins que ce que l'on pourrait anticiper, parce que ces opérations cross-border ou domestiques n'ont pas de réalité financière suffisante pour convaincre les investisseurs. Cela dit, le paysage bancaire à 10 ans en Europe sera certainement un peu différent de ce que l'on peut avoir aujourd'hui, parce que nous n'avons pas encore assez de très grandes banques pan-européennes. Il y a aujourd'hui simplement deux grandes banques pan-européennes en Europe. Une grande banque basée à Paris, qui a une présence au Benelux, en France bien entendu, au Benelux et en Italie, et Unicredit. Nous sommes les deux seules banques continentales qui sont pan-européennes avec une vraie présence dans l'ensemble des pays. Et nous avons besoin en Europe de grandes banques pan-européennes, et je peux vous assurer qu'Unicredit sera l'une de ces grandes banques, sinon la plus grande banque pan-européenne, pour accompagner ses clients, car nos clients PME ont besoin de grandes banques pour les accompagner de manière domestique ou à l'export. Quand vous regardez un certain nombre de pays, il est étonnant, si on regarde l'Allemagne par exemple, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de grandes banques allemandes pour accompagner les entreprises de ce pays qui est le plus grand exportateur européen. Et donc, les entreprises allemandes doivent s'appuyer sur un certain nombre d'autres banques. Chez Unicredit, nous avons 3% de part de marché en Allemagne sur le crédit et nous avons 18% de part de marché sur les lettres de crédit ou les garanties données aux entreprises. 3, 18. Et simplement parce qu'il n'y a pas assez d'offres par les banques domestiques allemandes pour pouvoir accompagner les entreprises à l'export. Donc, à un horizon de 10 ans, il y aura certainement des entreprises, des banques domestiques qui géreront les clientèles domestiques et quelques très grandes banques pan-européennes qui pourront accompagner l'ensemble des PME pan-européennes dans leur développement. Ceci m'amène à vous parler d'Unicredit pendant quelques secondes avant de prendre les questions. Nous avons fait une transformation importante dans la banque. Nous avons levé autour de 20 milliards de fonds propres sur l'année dernière, 13 milliards sur le marché, 7 milliards en termes de cession d'actifs, pour avoir un ratio de fonds propres aujourd'hui qui est très élevé. À la fin du troisième trimestre, il est de 13,81%. Un peu trop élevé, il y a un certain nombre de regulatory headwinds, comme on les appelle, qui vont nous faire reconverger vers 12,5% de fonds propres, qui est notre cible, avec une cible de profitabilité de l'ordre de 9% à 2019 et une capacité d'accompagner nos clients entreprises comme particuliers et clients entreprises en France, où nous offrons l'ensemble de nos réseaux en Allemagne, Italie, Autriche et dans la CE, qui est patente et qui est tout à fait là, avec un modèle très fédéral, en fait, très pan-européen, où nous travaillons dans chacun des pays avec des filiales. Il est très important d'être vu dans les pays dans lesquels nous travaillons comme étant une banque domestique. On avait travaillé dans une banque française il y a quelques années pour développer en Allemagne. C'était très difficile de percer avec le Mittelstand, les PME allemandes, des décisions de crédit prises en France. Je ne suis pas sûr qu'ils soient là quand il y a des problèmes. Je rencontre très souvent des entreprises allemandes de taille moyenne et me disent ça fait 50 ans qu'on fait du business avec Hypo-Vereinsbank, qui est notre banque allemande, et on a l'intention de faire du business avec vous pour les 100 prochaines années. Parce qu'ils nous voient comme une banque domestique. Une banque domestique qui a aussi un réseau international tout à fait hors pair et tout à fait unique qui leur permet de travailler dans 13 autres pays. Nous sommes présents dans 14 pays en ayant des filiales spécifiques. Et donc je pense que ce business model pan-européen fait beaucoup de sens pour pouvoir accompagner les clients, pour pouvoir offrir nos réseaux, en étant, et notre stratégie est d'être une banque, donc je vais le dire en anglais, ça coule mieux pour moi, Simple Pan-European Commercial Bank. Une banque commerciale simple et pan-européenne, avec des réseaux uniques
Nous sommes numéro 1 en Italie, numéro 3 en Allemagne, numéro 1 en Autriche, numéro 1 en CE. Une offre tout à fait unique, et une activité de CIB qui est plugged in, qui ne fait que servir nos clients et rien d'autre pour être très très focalisé. Je pense que ça nous permet de bien répondre aux demandes de nos clients, et nous sommes prêts en tant que dinosaures à avoir la dynamique et le stamina qui nous permettra de nous développer. Voilà, j'arrête là pour prendre un certain nombre de questions. Si vous voulez savoir plus sur Unicredit, rejoignez-nous sur notre stand tout à l'heure. Nous serons très heureux de pouvoir vous en parler un peu plus. J'ai quelques questions sur l'application Evenium et puis on laissera la parole à la salle. La première concerne l'émergence d'un nouveau type de concurrence, type Orange Bank. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est très très bien d'avoir plus de concurrents. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus on a de concurrents, plus on s'améliore. Donc, que ce soit des fintechs d'un côté, que ce soit Google, Amazon ou Orange Bank, je pense que c'est très très bien. Le point est que Orange, racheté une banque existante développée par un assureur, a des objectifs de développement qui sont ambitieux, avec une offre produit qui fait beaucoup de sens et peut essayer de s'appuyer sur sa clientèle actuelle, sur l'ensemble de son offre traditionnelle. Donc c'est très bien, fait un concurrent de plus. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, les banquiers français, mais banquiers italiens aussi, étaient très très fâchés que la Poste veuille développer une activité bancaire, en disant ça ne va pas, c'est une compétition qui n'est pas fair, etc., etc. La banque postale s'est développée, un concurrent de plus, mais finalement, ce n'est pas une catastrophe totale. Donc Orange Bank se développe, il y a d'autres banques qui peuvent vouloir se développer. Bien, voilà, c'est très bien. Donc, je prouve que c'est très bien. Il n'est pas facile d'être un vrai banquier quand on n'est pas un vrai banquier. Il n'y a pas là, c'est que en tant que banque, je ne vais pas aller développer une activité de téléphonie parce que je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas gérer les risques, je ne sais pas vraiment comment gérer la clientèle. Donc, je pense que si on a plus on a de compétiteurs, plus l'offre client s'améliore. Derrière, en termes de business model, être très très bon dans la téléphonie, être très très bon sur la banque, c'est compliqué. Donc après, il faudra voir comment Orange Bank peut se développer et comment ils pourront le faire. Mais Orange Bank, c'est une bonne idée et il y aura d'autres compétiteurs qui se développeront. Derrière, ce qui est important, c'est de savoir bien gérer une banque. Et ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'expertise et beaucoup de ressources. Et si le prédécesseur d'Orange Bank qui a été racheté par Orange ne s'est pas développé, c'est pour une bonne raison. C'est que quand on n'est pas banquier, c'est très compliqué de développer une banque, même sur des produits classiques. Donc voilà, on verra. Mais développement comme Orange Bank ou comme d'autres ne m'empêche pas de dormir. Au contraire, ça me donne un peu plus d'énergie pour être encore plus compétitif. Bonjour, Gilles Monet, Massif. Donc vous avez parlé de la banque et vous n'avez pas parlé d'assurance. Donc l'assurbanque ou la banque assurance, en 1980, Jean-Claude Seyss parlait, il était banquier, il parlait de banque assurance. Il a fini par l'assurance. Aujourd'hui, quelle est votre approche par rapport à ce concept banque assurance? C'est la première partie de ma question. Et ma deuxième question, que pensez-vous du Bitcoin? Merci. Du Bitcoin. Ah, du Bitcoin. Sur la banque assurance, je pense que le modèle de banque et assurance intégrée n'est pas un modèle qui fonctionne. L'histoire a montré que gérer une banque et une assurance ensemble ne fonctionne pas pour des raisons de business model, en fait. C'est-à-dire l'accès à la clientèle via les branches d'un côté, via un certain nombre d'intermédiaires de l'autre est très différent. Et on n'arrive pas vraiment à faire prendre la mayonnaise entre les agents d'assurance d'un côté et les branches de l'autre. Tout un tas d'expériences en dehors de France l'ont montré. En Italie, il y a eu en début d'année une expérience, une volonté d'essayer de faire quelque chose qui ne s'est pas développé. Donc nous développons chez Unicredit des accords de banque assurance ou des assurances,
l'assurance française, l'assurance allemande, l'assurance italienne, nous fournissent les produits que nous vendons via notre branche. Et ça, c'est très très bien. Ça satisfait le besoin de nos clients d'un côté. Nous avons des fournisseurs qui sont très spécialisés et qui connaissent le métier de l'autre. Et donc, ça élargit notre gamme de produits. Et je pense que c'est le bon schéma. C'est-à-dire, les banquiers font un métier de banquier, les assureurs un métier d'assureur. La combinaison des deux, si on essaie de fusionner les forces de vente, ne fonctionne pas. Donc, il faut laisser les forces de vente séparées et simplement utiliser la boîte à outils pour pouvoir l'offrir dans nos réseaux. On a fait la même chose sur l'asset management, par exemple. C'est-à-dire, chaque fois qu'on peut outsourcer un savoir-faire qui est mieux fait par d'autres, il faut le faire. Donc sur l'asset management, nous avons vendu Pioneer à Amundi, une société asset management que je connais bien parce que j'avais été avec Yves Perrier à l'origine de la création d'Amundi dans ma fonction précédente. Et je pense que ça fait beaucoup de sens, par exemple, d'avoir la boîte à outils qui acquiert une taille critique importante et qui ensuite peut offrir de meilleurs produits à la banque sans que la banque possède son asset manager, parce que la banque n'arrivera jamais à croître tout seul de manière suffisante l'asset manager. On l'a fait sur la recherche action et sur l'intermédiation action. Je pense que notre accord avec Kepler, initialement Kepler-Chevreux, est un accord très très fort. Kepler-Chevreux est très très bon, très très performant. On vend beaucoup mieux et beaucoup plus que les grandes banques américaines ou que les banques européennes aujourd'hui avec Kepler-Chevreux sur l'ensemble des transactions dans lesquelles on est impliqué. Je n'essaie pas de marketer Kepler-Chevreux auprès de vous, mais tout simplement parce que Kepler-Chevreux a un effet de taille critique qu'on n'aurait pas si on se développait tout seul. Donc chaque fois qu'on peut outsourcer un produit qui n'est pas un produit complètement cœur ou pour avoir l'effet taille critique, il faudrait faire des investissements extrêmement importants, on le fait. C'est vrai sur l'assurance, c'est vrai sur l'asset management, c'est vrai sur l'intermédiation action et ça peut être vrai sur d'autres. Pour répondre à vos questions sur Bitcoin, parce qu'il y a en fait deux sujets. Le premier qui est en fait la technologie sous-jacente blockchain d'un côté et de l'autre des devises alternatives de l'autre des cryptocurrencies. Sur la technologie blockchain, c'est une technologie intéressante qui permet de développer un certain nombre de produits et nous travaillons à développer un certain nombre de produits, notamment sur le trade finance, où ça peut faire beaucoup de sens, puisqu'on arrive à suivre beaucoup mieux l'ensemble de la documentation et l'échanger avec des intermédiaires. Mais la technologie blockchain aujourd'hui ne peut pas vraiment remplacer une technologie de paiement. C'est quand on regarde les évolutions importantes qui peuvent se passer à court terme sur l'évolution digitale, il y a meilleure utilisation des données sur le marketing client, meilleure utilisation des données sur l'approche de risque, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et il va y avoir des révolutions sur le paiement de manière importante. Et une bonne illustration est fournie par l'Inde. C'est vrai aussi en Scandinavie, mais l'Inde est un pays intéressant pour cela. Les Indiens et le gouvernement indien a développé une boîte digitale pour stocker l'identité de chaque Indien. Donc leur passeport, leur permis de conduire, etc. est stocké sur une boîte digitale avec un accès contrôlé à la rétine et aux empreintes digitales. Donc ceci permet d'identifier dans le monde cyber toute personne. Et le gouvernement indien a fourni un paiement instantané qui peut être utilisé par chaque citoyen indien, puisqu'il est identifié via son identité digitale, pour aucun frais. Donc un des membres de notre advisory board est indien et m'a montré qu'il transférait 100 roupies à son épouse sans aucun frais. Son roupie, c'est 25 eurocents, et de manière instantanée. On voit que les paiements vont être révolutionnés de manière très très importante et les paiements ne seront plus facturés certainement à un horizon relativement court terme. Mais la technologie blockchain ne peut pas gérer les paiements parce que la quantité de transactions qui peut être faite en une seconde est beaucoup trop limitée. Donc même s'il y a une nouvelle technologie qui vient d'être mise en place aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir ceci. Donc c'est limité c'est très intéressant, mais limité plutôt à des transactions où on a besoin de faire passer un certain nombre d'informations comme le trade finance. Derrière les cryptocurrencies,
Aujourd'hui, elles sont utilisées essentiellement par un monde peu régulé, si ce n'est plus, et donc je ne pense pas que ça représente demain un gros intérêt, et en sachant que le marché est manipulé, extrêmement dangereux et pas du tout sûr, donc je n'investis pas en cryptocurrencies, 2, Unicredit, personne n'a le droit d'en offrir à nos clients ou de faire du trading sur les cryptocurrencies, et 3, je ne pense pas que ça révolutionne la banque, en tout cas dans les 5 ou 10 années à venir. Bien. J'ai encore 44 secondes. On va pouvoir prendre 5 questions, à mon avis, en 44 secondes. Le temps passe et là, en disant cela, je suis... Ah si, on a une question, je crois. Bonjour, Frédéric Garousse de la GFI. Est-ce que les nouvelles règles de titrisation en Europe vont permettre aux banques de développer mieux leur activité, leur rentabilité? Sur la titrisation, non, c'est pas fondamental. C'est-à-dire que quand on regarde les enjeux qu'on peut avoir aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire les banques sont très heureuses d'avoir plus de crédits sur leur bilan. Hein. On voit les entreprises empruntent moins, elles sont plus liquides. Et donc, croître les crédits est quelque chose qui est important. Donc, on n'a pas vraiment besoin de les titriser pour les sortir. Et on est très content de gérer les risques. Donc, je ne pense pas que la titrisation en tant que telle fasse beaucoup de sens. Et ça ne peut pas être vu non plus comme un produit de funding avec l'évolution des nouvelles règles dites TILAC ou MREL. Le produit de titrisation n'est pas éligible donc, pour pouvoir répondre aux besoins de MREL. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de fondamental. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on puisse développer un certain nombre de produits ou de supports qui permettent de gérer le bilan et notamment les prêts non performants. Et donc, comme vous êtes la dernière question, puisque j'ai dépassé depuis 1 minute mon temps, je finirai là-dessus. Vous avez tout à l'heure mentionné l'action du gouvernement italien pour sauver un certain nombre de banques italiennes. C'est une très, 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 très bonne nouvelle. C'est-à-dire que tout le monde regardait l'Italie comme un pays où il y avait 2 problèmes, la dette publique et les banques. Il n'y a plus de risque systémique sur les banques italiennes. Il n'y en a plus. Les bons investisseurs s'en sont rendus compte au début de l'année. D'ailleurs, ils ont investi dans l'augmentation de capital d'Unicredit. Mais plus sérieusement, c'est le sauvetage des banques que vous avez mentionnées fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grandes banques italiennes qui puissent créer un choc systémique. Il y aura certainement un nombre de petites banques qui peuvent éventuellement être restructurées, mais il n'y a plus de risque systémique. Ce qui, pour le pays, est très important. Si le système bancaire ne passe plus par une crise systémique, ça veut dire qu'il peut financer l'économie. Et nous avons besoin de concurrents forts en Italie pour financer l'économie, puisqu'elle dépend des banques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui est moins un problème, ce sont les prêts non performants. On peut dire, les prêts non performants en Italie sont importants. C'est important, mais ce n'est pas systémique. C'est pour avoir retourné à des niveaux de ratio de prêts non performants sur total de prêts, hein, qui est l'indicateur qui fait du sens. C'est un montant de provision pour les banques qui est de l'ordre de 2 ou 3% du PIB. C'est important, mais c'est beaucoup moins que ce qui a été dépensé par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, etc. pour sauver leur système bancaire. 2 ou 3% du PIB, quelque chose qu'on peut absorber de manière efficace en un certain nombre d'années. Donc il n'y a plus de problème bancaire en Italie. Et ce qui permet à l'Italie de se développer, tous les clients italiens que je rencontre en termes d'entreprise, tous, que ce soit en Sicile sur des activités plutôt agricoles ou agroalimentaires, que ce soit à Rome sur de l'immobilier, que ce soit sur le nord de l'Italie sur l'industrie, tous, sans exception, me disent les derniers trimestres sont les meilleurs depuis 8 ans.
Il y a une dynamique économique qui est forte aujourd'hui, et c'est la première fois depuis très longtemps, et les consommateurs italiens consomment, et l'immobilier se reprend, donc un environnement positif. Et donc ce qui est important, c'est qu'il faut que les banques puissent sortir leur NPL de leur bilan, et pour cela, il faut trouver les bons moyens pour aider les plus petites banques qui n'ont pas nécessairement la capacité de structuration, et un certain nombre d'initiatives sont en route. Nous avons chez Unicredit vendu 17,7 milliards de prêts non performants au mois de décembre dernier. On en a vendu près de 3 milliards supplémentaires jusqu'à maintenant cette année, et on va continuer de le faire. Donc ce qui est important, c'est de baisser le niveau de prêts non performants pour revenir au standard européen de ratio de NPL sur total de prêts. Et ce n'est pas la titrisation qui va apporter ça, mais des techniques un tout petit peu différentes. Et ça, je pense que c'est l'enjeu important dans les prochaines années. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis et venez nous voir au stand d'Unicredit, bien entendu. On sera plaisir de faire une visite.